Avant d'inviter Marc à me rejoindre ici pour sa présentation, je vais peut-être, je n'oserais pas dire que je vais faire un résumé, mais indiquer quelques points donc, de la présentation qui vient d'avoir lieu pour ceux ou celles d'entre vous qui ne maîtriseraient pas la langue de Vondel parfaitement. Donc je pense que dans les éléments importants que Neil vient de nous présenter, il y a cette question premièrement donc, du temps d'adaptation de toutes ces discussions, de ces questions des processus d'évaluation. Elle a rappelé que autant il y a eu une sorte de mouvement de balancier d'un intérêt historique de plus en plus poussé pour l'évaluation par le nombre d'articles et l'anglais qui a peu à peu, qui est devenu peu à peu dominant, avec aussi une certitude à un moment placée dans les chiffres comme indicateur objectif, en tout cas supposément objectif, et Niels mettait en avant le fait que ce balancier est en train de changer donc de sens pour retourner vers des évaluations sans doute un peu plus qualitatives où l'on réfléchit plus, ou en tout cas on souhaite mieux prendre en compte l'impact des recherches menées par les chercheurs, le rôle social donc en effet que les recherches pourraient avoir, et puis plutôt que de valoriser un chercheur qui est un chercheur extrêmement cité et qui a un très très lourd CV, remettre un peu au centre du jeu la figure de l'universitaire polyvalent et notamment d'un chercheur qui est aussi enseignant, et donc de remettre au centre de cette mission, remettre au centre l'enseignement parmi les missions universitaires. Et donc à l'UGent, ces réflexions ont commencé il y a 10 ans exactement, à l'occasion, donc je pense, de cette déclaration d'Aura dont on a entendu parler plusieurs fois cet après-midi, donc qui est une déclaration au départ américaine. Et donc au sein du Conseil de la recherche de l'UGent, ces discussions ont commencé à prendre place et se sont matérialisées peu à peu jusqu'à aujourd'hui, vraiment intégrées dans les lignes directrices de l'évaluation des chercheurs en place, mais aussi des nouveaux recrutements, des critères plus qualitatifs pour engager ou pour évaluer le personnel de l'université. Bon, alors il y a toute une série de facteurs qui ont été mis en place, donc clairement des notions de transparence des processus de sélection, de diversité, d'activité de la recherche ont été soulignées. Mais sans doute pour terminer, je pense une chose importante que Neil a soulevé était la place que pouvaient prendre des publications locales dans ces évaluations de chercheurs. Et donc ça passe par la prise en compte des objectifs et des impacts clairement que peuvent présenter les chercheurs, donc laisser de la place pour qu'ils justifient, qu'ils mettent en lumière quelles sont leurs activités de recherche qui ne sont pas spécialement contenues dans leurs publications internationales prestigieuses. Une volonté aussi peut-être d'amoindrir, voire de supprimer, si j'ai bien compris, en tout cas pour les évaluations individuelles, les indicateurs quantitatifs axés sur les revues et leur classement. Et puis, de manière plus générale, vraiment valoriser un large spectre de canaux de diffusion de la recherche parmi les pairs, mais aussi en dehors du monde académique, et puis aussi de valoriser éventuellement des publications dans une autre langue que l'anglais. Je pense que ça nous ramène aux discussions que nous avions en début de journée. Et j'invite maintenant Marc Van Olsbeek à nous rejoindre pour la dernière intervention d'aujourd'hui avant les questions. Marc est directeur général adjoint du service général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et chargé de cours à l'ULB. Et donc, j'ai oublié de dire que tu étais directeur général adjoint de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le mot important. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Et c'est effectivement un plaisir d'être là pour, pas dire conclure, mais la dernière intervention. Et ça tombe bien parce que j'ai changé de place dans l'après-midi, mais je n'avais pas préparé de diapositive. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise pour vous, mais vous allez devoir me voir ou voir ce que vous préférez regarder dans la salle. Mais donc, il n'y aura pas de diapositive dans mon exposé. Et ça me permet aussi d'essayer de rebondir sur des choses qui ont été dites cet après-midi et de leur donner un éclairage particulier ou de les mettre dans une perspective. Alors, perspective que je voudrais d'abord être, sans être long, un peu historique. On parle de revue. La revue, ce n'est pas une invention nouvelle. La première revue, au sens moderne du terme, 1665, il y en a deux. Une en France, le Journal des Savants, une à Londres, les Philosophical Transactions, qui ont continué d'exister longtemps après.
Et deux choses me semblent intéressantes par rapport à cette origine historique. Et un peu comme ces télescopes qui captent les ondes gravitationnelles des premiers temps, j'ai l'impression qu'on trouve encore dans nos débats de cet après-midi des échos des débats qui avaient lieu à l'époque à l'Académie en France, à Paris ou à Londres, à deux égards. Tout d'abord, quand Henry Oldenburg a fondé cette revue Philosophical Transaction, si on l'ouvre, le premier numéro, on lira en frontispice que son ambition, c'est de stimuler le commerce, c'est en anglais évidemment, mais je traduis, le commerce entre les personnes les plus philosophiques et curieuses de par le monde. J'y vois deux intérêts. Premièrement, c'est cette idée que la revue, ça n'est pas, c'était ça aussi, mettre de l'ordre dans l'information scientifique, mais c'est aussi structurer une communauté. C'est aussi un enjeu social, socioculturel, pragmatique. Et on a retrouvé ça tout à l'heure, parfois en négatif, ou quand on regrettait un peu que certaines revues, Belgéo, ne structuraient pas autant qu'on pouvait le souhaiter une communauté de chercheurs belges. On retrouve un écho de cette vocation initiale de la revue. On l'a dit quand on a parlé de la revue médicale de Bruxelles, enfin, je mélange peut-être dans le titre, cette idée qu'elle pourrait structurer des jeunes chercheurs dans leur apprentissage de la communication scientifique. On l'a un peu dit quand Benjamin s'est interrogé sur, mutatis mutandis, mais c'est quoi les enjeux pour une revue dans un contexte de sciences ouvertes? Donc je crois qu'il y a toujours cette idée qu'une revue, c'est plus que la somme de ses articles. On a parlé de plateforme avec Jean-François Deschamps tout à l'heure. Il n'empêche, quelle est la plus-value d'une revue à l'heure où on dit que ce qui compte, c'est accéder à l'article? Et je le dis aussi parfois, mais il faut se poser cette question, en termes épistémiques, mais aussi, je crois, comme à l'époque d'Oldenburg, en termes de commerce, au sens ancien du terme, entre chercheurs. Around the world, tout autour du monde. Alors le monde, c'était moins large que notre monde globalisé actuel, mais il n'empêche, cette question de l'internationalisation, d'emblée, ces premières revues, en tout cas les Philosophical Transactions, avaient une vocation de faire réseauter les chercheurs partout en Europe, on va dire. Comme Neil l'a rappelé tout à l'heure, l'internationalisation s'est poursuivie dans les siècles suivants, mais pas de la même manière dans toutes les disciplines. On l'oublie parfois, mais en sciences humaines et sociales, et vous l'avez rappelé, c'est un phénomène franchement récent, dû à l'évolution des objets de recherche, à l'évolution des carrières qui s'alignent progressivement sur les modalités de mobilité académique dans les STEM, dû à encore d'autres raisons que je n'explorerai pas cet après-midi. Mais il n'empêche, cette question de l'internationalisation, elle a évolué différentiellement, mais elle est assez récente dans les sciences humaines et sociales. Les revues ont continué leur petit bonhomme de chemin au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Elles ont exponentiellement, mais il y en a eu de plus en plus. Elles ont structuré les tribus disciplinaires, les tribus sous-disciplinaires. Les revues ont vraiment accompagné la différenciation presque cellulaire de la science moderne. Et nous voilà, au-delà de ce qu'on a appelé parfois l'université humboldtienne, je vais parler ici un peu en idéotype, donc quelques simplifications de la réalité. Donc cette université au XIXe siècle, XXe siècle, où on peut produire de la recherche sans trop de pression productiviste, justement, à l'abri d'enjeux de rentabilité. Pour en arriver, dans les années 1980, dans le monde anglo-saxon, et puis dans le reste du monde occidental ensuite, à cette université, autre idéal type évidemment, qu'on a parfois qualifié, et c'est complètement réducteur, mais ça met le doigt sur certains phénomènes, d'universités néolibérales, d'universités managériales. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il? On va, et vous le savez bien, comme pour toute autre forme de service public, considérer que l'université doit rendre des comptes, accountability, dans les principes du New Public Management. Rendre des comptes, ça suppose d'avoir des indicateurs de performance. Et là, il y a eu une sorte, et vous le savez aussi bien que moi, mais de rencontre heureuse ou malheureuse entre la bibliométrie naissante et des indicateurs d'évaluation de performance scientifique académique. On sait bien que dans les années 60, quand Eugene Garfield a développé le facteur d'impact, l'impact factor,
Dans un premier temps, il ne l'a pas fait à des fins d'évaluation de la recherche. Mais très vite, on s'est dit, tiens, on a des indicateurs sous la main, utilisons-les. Et progressivement, de manière différente, Véronique Alloin l'a bien montré, ça n'est pas le cas partout de la même manière, il ne faut pas radicaliser les choses. Mais n'empêche, ces outils de mesure de la performance des chercheurs se sont progressivement, depuis les années 80, développés, répandus dans la production scientifique, on va dire, des centres occidentaux. En même temps, dans le monde de l'édition, phénomène de concentration croissante, beaucoup d'éditeurs rachetés par ces quelques majors de l'édition qu'on connaît tous. Alors, je n'ai pas beaucoup préparé mon intervention, mais une chose que j'ai été revoir tout à l'heure, c'est, et je vais vous poser la question, combien pensez-vous qu'en 1940, Elsevier avait d'employés? Quelqu'un? 2 fois moins. 10. Voilà, ce n'est pas une critique d'Elsevier ici, mais c'est pour bien montrer comment, parallèlement à cette évolution du New Public Management, on a eu une sorte d'oligopolisation des éditeurs scientifiques. Il faut lire Vincent Larivière et son équipe de l'Université de Montréal sur ces questions-là. Et on se rend compte qu'une majorité, non pas d'articles, mais de revues à haut facteur d'impact sont publiées par 4 ou 5 majors de l'édition. Et pas seulement dans les STEM, aussi dans les sciences sociales, beaucoup moins dans les humanités. Donc voilà cette université néolibérale, managériale, qui n'est pas que ça évidemment, c'est un idéal type, je ne veux pas non plus en faire un cliché. On avance dans le temps, nous voilà au début des années 90, et là c'est parce que je suis subjectif ici, je vois l'essor d'un autre idéal type d'université, l'université ouverte, fondée notamment sur la science ouverte, des raisonnements qui portent sur l'impact sociétal de la recherche. Alors de l'impact, il y en a toujours eu. Véronique parlait tout à l'heure des origines du FNRS. Il faut relire le discours du roi Albert qu'elle évoquait, le discours le discours à Cockerill en 1927, qui a préludé à la fondation du FNRS. C'est un discours technoscientifique. C'est vraiment la recherche des laboratoires vers l'industrie. Mais d'abord dans les laboratoires et puis dans l'industrie. Ce qui devient nouveau avec la science ouverte, et je crois que c'est Neil qui l'a dit, ou quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, ou c'est même Benjamin qui en a parlé, la linéarité devient circulaire et la science ouverte implique déjà les interlocuteurs dans le raisonnement, dans la construction de la démarche scientifique. Université ouverte, qui évidemment pose toute une série de défis, et qui met en particulier, c'est ce que la recherche sur le sujet montre, les jeunes chercheurs face à des paradoxes, des défis parfois même insurmontables. Alors, j'ai eu la chance d'être dans une action Cost-NRECH sur l'évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales entre 2016 et 2020. On a mené des enquêtes, des entretiens de recherche avec des jeunes chercheurs dans 14 pays européens. Et ça montrait vraiment à quel point la plupart d'entre eux, quelle que soit la discipline, souhaitaient ardemment s'engager dans cette science ouverte au sens large du terme. Impact sociétal, diversité, comme on l'a dit tout à l'heure, des produits de la recherche au-delà des seuls articles dans les revues internationales à haut facteur d'impact, mais que par rapport aux enjeux de la carrière, il y avait une opposition perçue. Et c'est corroboré par toutes les enquêtes que je connais sur la perception de la science ouverte en général. La perception d'un paradoxe entre une envie de s'engager et un obstacle perçu en termes de carrière. Alors je crois qu'on est... Il y a 5 ans, j'avais été invité, pas ici, mais à un autre lieu, pour les 10 ans de Bruxelles Studies. Donc tous les 5 ans, voilà, dans 5 ans, bientôt. Et je me souviens que j'avais utilisé une image, en parlant de la science ouverte déjà à l'époque, du dieu romain Janus. Vous savez, ce dieu bifront, qui est le dieu des frontières, pas frontière l'éditeur, le dieu des frontières, qui regarde à la fois vers le futur, le passé. Et je l'avais trouvé assez symptomatique de la situation dans laquelle, ou en tout cas une métaphore de la situation dans laquelle on se trouvait pour la science ouverte. Il y a 5 ans, j'avais dit, on est à un carrefour, il y a une science ouverte qui peut se développer où finalement on aura plus d'accès libre aux publications classiques, et c'est une bonne chose, mais on ne touchera rien au fond de cette économie du prestige. On ne touchera rien au fond d'une plus grande diversité de produits de la recherche, d'une plus grande diversité de carrières, comme Neil l'a souligné tout à l'heure.
C'est la science ouverte qui consiste à mettre tous nos financements dans les Transformative Agreements, les Read and Publish, les formules Read and Publish que les grands éditeurs nous proposent, hein, comme Elsevier. Maintenant, il y a 10 personnes, mais uniquement pour travailler sur une formule de Read and Publish, pas pour l'ensemble du monde de l'édition comme en 1940. Ça, c'est une possibilité, mais on ne changera rien radicalement si on fait ça. On aura plus d'accès à certains types d'articles, ce qui n'est déjà pas si mal, mais ce n'est pas une évolution vraiment fondamentale. L'autre science ouverte, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est celle qui inclut les considérations d'impact sociétal, de bibliodiversité, de publication locale. Enfin, tout ce dont on a pu discuter à l'occasion des premiers exposés avec les 3 exemples de revues qui nous ont été présentés. Alors pour terminer, il doit me rester 2 minutes, 2 minutes 30, quelque chose comme ça. Mon idée était, puisque voilà, j'ai un pied dans le monde académique, mais le reste du corps dans le policy making et l'administration de la recherche, je ne vais pas revenir sur ce qu'au niveau européen, Jean-François a déjà évoqué, ou même sur ce que le collègue du FWO a évoqué quand il a parlé de l'action en cours pour soutenir et cofinancer le Diamonds. Je crois que c'est super important. Franchement, c'est une action menée par Science Europe et l'EUE que je crois qu'il faut suivre. Et tout qui a le pouvoir de s'engager, je vous engage à voir si vous pouvez vous engager. Je crois que c'est nécessaire. Il y a une action dont on n'a pas parlé, c'est au niveau européen, cette coalition des financeurs de la recherche qui est en train de se monter depuis mars 2021, il y a exactement 1 an, où il s'agit autour de la Commission européenne, mais surtout autour de Science Europe et de différents stakeholders, comme on dit, parties prenantes représentatives du monde de la recherche, où il s'agit de fédérer des universités, des producteurs de recherche, des évaluateurs de la recherche, des financeurs de la recherche, autour non seulement d'une déclaration comme Dora ou Leiden, comme on les a déjà eus, mais surtout autour d'une volonté, cette fois, d'aller au-delà du déclaratif et implémenter en action, en acte, des changements dans la manière dont ces producteurs, évaluateurs, financeurs de la recherche évaluent leurs chercheuses et chercheurs. Ce matin, une réunion précisément de la commission que j'ai quittée pour venir ici, je ne le regrette pas, mais j'aimais bien aussi. On présentait les chiffres actuels, l'état actuel de cette coalition. Il y a pour le moment, si j'ai bonne mémoire, 281 organisations qui en font partie, 95 universités dans ces 281 organisations, 21 agences de financement, c'est les chiffres que j'ai retenus. Je ne vais pas m'aventurer à essayer de me souvenir des autres. Voilà. 21 agences de financement, je pense qu'il pourrait encore y en avoir davantage, mais ça c'est une question, c'est pas à moi de le dire évidemment, et tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il faut analyser la situation. Mais sachez qu'il y a cette coalition des financeurs de la recherche, au sens très large du terme, qui est en train de se monter. Et je voudrais en terminer, puisque je vous dis que FWB est tellement important, et j'aurais finalement utilisé tous les mots sauf FWB, Fédération Wallonie-Bruxelles, dans mon exposé, mais je vais terminer en parlant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons, depuis quelques années, mis en place une feuille de route de la science ouverte en Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été, c'est un mot à la mode, mais co-créée. Donc j'ai mis autour de la table des gens du CREF, des gens du FNRS, des gens de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, des gens de l'enseignement supérieur universitaire, du monde des ESA, donc l'enseignement supérieur artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on a travaillé ensemble à l'élaboration d'une feuille de route pour la science ouverte. La première va jusqu'en 2022, on va en faire une nouvelle jusqu'en 2024 cette année. Alors, quel est le sens de cette feuille de route? C'est non pas, il ne faut pas rêver, on n'est pas hyper riche, il n'y a pas des financements dédiés pour chaque type d'action. Donc là, je n'ai pas un truc merveilleux. Peut-être vous vous dites qu'il va annoncer un truc merveilleux à la fin, il y a 500 000 € pour... non, mais presque. C'est pour qu'on m'écoute jusqu'à la fin, ça. Cette feuille de route, elle donne des bornes et... il n'y avait pas que moi, mais on a très fort tenu à ce qu'une des dimensions de la feuille de route s'intitule explicitement « bibliodiversité ». Au-delà de l'open access classique, bibliodiversité. Et sur base de cette feuille de route, chaque fois que je reçois, avec moi qui décide, c'est le cabinet de la ministre qui décide, mais en général c'est moi qui reçois les projets, des projets de financement en sciences ouvertes, on ne les finance pas depuis très longtemps au niveau du ministère, c'est que depuis l'an passé, donc c'est assez récent, je regarde si c'est cohérent avec la feuille de route, évidemment. Donc, des projets qui seraient en faveur de la bibliodiversité,
sont en phase avec la feuille de route qu'on a co-créée ensemble au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est un peu le message que je voulais faire passer. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai reçu 1 ou 2 projets récemment qui vont dans ce sens-là. Je ne peux rien vous dire, je ne peux pas vous dire si c'est financé ou pas, mais en tout cas, c'est dans le pipeline, comme on dit en français. Et je voudrais vraiment conclure avec ce message-là. N'hésitez pas à faire remonter dans les universités vers les autorités académiques, parce que parfois je constate que la courroie de transmission, et ce n'est pas étonnant, c'est comme ça dans tous les organismes, mais entre les gens qui font la communication scientifique et puis les gens qui se retrouvent face à des décideurs n'est pas toujours optimale, donc il faut faire remonter les messages, mais vraiment vous assurer qu'il y a cette volonté, je conclurai avec ça, de bibliodiversité. Par exemple, l'an passé, on a financé, outre les projets classiques en sciences ouvertes, on a soutenu par ce financement sciences ouvertes l'ouverture, l'accès libre aux publications et aux différents types de produits de la recherche dans les hautes écoles non universitaires qui ont d'autres types de produits de la recherche à mettre en open access. Et également, et ça c'était vraiment nouveau, un soutien à l'enseignement supérieur artistique pour la mise en open access des produits de leur recherche tout à fait spécifiques et artistiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.